première vue, ce tableau semble presque rassurant. Une impression de calme s'en dégage, toute la poésie de l'hiver semble réunie et pourtant, plus on regarde, plus cette impression disparaît. Car l'artiste y a caché des détails qui passent inaperçus à première vue mais qui changent pourtant toute la compréhension du tableau. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des œuvres les plus célèbres de Bruegel l'Ancien, mais aussi l'une des plus énigmatiques. Nous sommes sur les hauteurs d'une colline, dans les pas de ces trois hommes las rentrant de la chasse, suivis par une meute de chiens aussi découragés qu'eux. 4 arbres alignés parfaitement guident notre regard vers les villages et la vallée en contrebas où s'agitent allègrement des personnages sur la glace. Tout est enneigé et la scène se prolonge au loin jusqu'à cette chaîne de montagnes escarpées. On reparlera de tout ça et des détails étranges dans un instant, mais avant il faut parler d'une chose, parce que c'est ce qu'on ressent immédiatement une fois confronté au tableau, le froid. Oui, le génie de Bruegel a été de rendre parfaitement une impression générale de froid qu'on éprouve presque physiquement grâce à plein de petits indices disséminés ça et là. Les arbres ne sont plus que de frêles silhouettes noires aux branches décharnées, recouvertes d'une fine pellicule de neige. On sent les chasseurs transis, les jambes engourdies, ils peinent à avancer dans l'épaisse couche de neige, ils progressent tête baissée, comme pour s'épargner les rafales d'un vent glacial. Un vent qui paraît bien violent d'ailleurs, si on jette un œil ici, où cette famille essaye tant bien que mal d'allumer un feu. Et plus encore que le froid révélé par ces indices, vous ne trouvez pas vous aussi que l'image même a l'air gelée ? Tenez, ici, le moulin à eau est totalement immobilisé par la glace. Et là, les étangs sont complètement gelés. Mais ce qui renforce cette impression, c'est la teinte vert livide, bleu pâle, presque spectrale des étangs, qui trouve un parfait écho dans le ciel. Comme si le ciel lui-même était gelé, enfermant toute la scène dans une prison de glace, figée, un peu comme une boule à neige, vous voyez ? Idée renforcée d'ailleurs par le fait qu'on ne voit pas de flocons tomber, contrairement à cet autre tableau de Bruegel par exemple. Non, ici le blanc recouvre tout et laisse penser que la neige s'est installée depuis longtemps, voire depuis toujours. Comme si le froid s'en prenait au temps lui-même et rendait cet instant éternel. Parce qu'en vérité, on ne parle pas d'un hiver comme un autre. Lorsque Bruegel peint cette œuvre vers 1565, l'Europe traverse une période de refroidissement climatique que les historiens appellent le petit âge glaciaire. Les hivers sont singulièrement rigoureux et surtout celui de 1565 aux Pays-Bas, où certaines chroniques racontent même que les chevaux avaient de la neige jusqu'au ventre. Bref, ici, c'est clairement le temps, le climat qui s'est imposé à l'œuvre. C'est encore plus vrai quand on sait que ce tableau fait partie d'un cycle de 6 peintures représentant les saisons de l'année, commandé par un banquier d'Anvers. Pourquoi 6 tableaux pour 6 saisons ? Eh bien parce qu'aux Pays-Bas de l'époque, on divisait traditionnellement l'année en 6 saisons plutôt qu'en 4. On distinguait printemps et début printemps, et l'été et début d'été. Ce cycle dépeint les activités et les travaux propres à chaque période de l'année, des semailles aux récoltes. Alors chaque tableau a une atmosphère particulière et une palette qui lui correspond. Et le fait que notre œuvre prenne place dans ce cycle des saisons, ça veut dire une chose. Cette scène hivernale qu'on a sous les yeux n'est pas anodine. Recouverte de blanc et de bleu pâle, cette œuvre est censée incarner l'essence même de l'hiver, représenter l'hiver avec un grand H. Et ça nous aide à expliquer un détail assez curieux du tableau, cette immense chaîne de montagnes au loin. Parce que de telles montagnes n'existent tout simplement pas aux Pays-Bas. En fait, Bruegel s'est probablement inspiré des Alpes qu'il avait vues quelques années plus tôt, comme s'il mélangeait différents paysages de son imagination pour construire une image plus universelle de l'hiver. Mais maintenant, regardons les détails les moins évidents du tableau. Ici, sur le panneau de l'auberge, on aperçoit un homme agenouillé devant une biche ou un cerf, une auréole autour de la tête. C'est Saint Hubert, le saint patron des chasseurs. Selon la légende, alors qu'il poursuivait un cerf lors d'une chasse, il vit apparaître une croix lumineuse entre les bois de l'animal et décida de consacrer sa vie à Dieu. Mais l'enseigne est de travers. Elle pend dangereusement, presque arrachée à ses fixations, comme si elle était sur le point de tomber. Un détail anodin peut-être, ou plutôt le premier signe que quelque chose ne tourne pas rond ici. Détail qui semble d'ailleurs faire écho à l'échec des chasseurs eux-mêmes, qui rentrent presque bredouilles. On distingue à peine un maigre renard accroché à l'une de leurs lances, pourtant le renard n'est pas une prise valorisée à l'époque, et on ne le chasse pas pour sa viande. En d'autres termes, l'expédition a été un échec. Et pour enfoncer le clou, Bruegel a glissé dans la neige juste devant les chasseurs une petite piste de traces d'un lièvre qui a sans doute réussi à leur échapper. L'allure désabusée des chasseurs qui hantent toute la partie gauche de l'image contraste fortement avec ce qui se passe dans la vallée. Là-bas, la vie semble suivre son cours avec une étonnante légèreté. Sur les étangs gelés, des dizaines de silhouettes s'adonnent à toutes sortes de jeux d'hiver, du hockey, une sorte de curling. On distingue aussi des couples patinés gaiement, avec insouciance. Certains pêchent, des groupes d'enfants s'amusent sur la glace, d'autres tirent des traîneaux. On pourrait presque croire que Bruegel nous offre ici une vision idyllique de la vie paysanne.
Pourtant, comme l'enseigne brisée de l'auberge, un détail semble donner l'alerte, un détail qui passe souvent inaperçu. Là-bas, au loin, on voit la fumée grise d'un feu de cheminée se diffuser dans l'air, mais regardez la différence avec les autres. Ici, le conduit est clairement en train de prendre feu. Et puis, regardez l'agitation autour du bâtiment. On voit des personnages s'affairer dans tous les sens, l'un monte sur une échelle, un autre est prêt à le suivre et un troisième apporte une échelle supplémentaire. Tout porte à croire qu'un incendie est en train de se déclarer. Un détail minuscule, je vous l'accorde, facile à manquer, et pourtant, il change toute l'atmosphère de la scène, car soudain, ce paysage paisible paraît moins sûr qu'il en avait l'air. Et d'un coup, la glace sur laquelle patine toute cette petite troupe joyeuse semble elle aussi plus fragile, prête à céder sous leurs pieds à tout instant. Bruegel a disséminé ainsi dans son paysage toute une série de signes inquiétants, signifiant que le danger est latent. Il rôde discrètement, il guette toutes ces petites silhouettes insouciantes, il guette comme ces oiseaux perchés là, sur leurs branches. Et parlons-en des oiseaux. Placés là-haut, bien en évidence, on distingue des corbeaux et au centre de l'image, une pie traverse le ciel. Il faut savoir que ces deux espèces d'oiseaux étaient utilisées à l'époque pour symboliser des mauvais présages, et la pie en particulier était associée au diable. Alors on pourrait raisonnablement les croire inquiétants, ces oiseaux, mais représentent-ils vraiment une menace? Ou ne sont-ils pas, eux aussi, menacés? Car le détail le plus intéressant se trouve là, quasiment au centre du tableau, un piège à oiseaux. Et c'est difficile d'imaginer qu'il ait été placé là par hasard, d'autant que Bruegel avait déjà mis cet objet en évidence dans un autre tableau. Le principe est simple, une corde y est attachée et en tirant dessus, la porte se referme sur les oiseaux qui s'y sont aventurés. Et dans ce tableau, Bruegel va plus loin encore. On a presque le même nombre d'oiseaux au total que d'individus glissant sur la glace, soit une trentaine environ. Mais ici, les individus se démarquent des oiseaux par leurs vêtements parfois rouge vif. Or, dans notre œuvre à nous, les silhouettes noires au loin rappellent celles des volatiles. Et par des jeux de perspective soigneusement construits, les oiseaux apparaissent parfois à la même taille que les humains au loin, certains sont même posés sur la glace, se confondant avec les patineurs. L'analogie entre les oiseaux s'avançant vers le piège et les personnages dansant sur la glace devient évidente, et elle rejoint une interprétation de l'existence répandue à l'époque selon laquelle l'homme est une sorte de pèlerin qui traverse une vie semée de dangers et de tentations. Alors patineurs et oiseaux se rejoignent, se confondent dans leur insouciance et leur vulnérabilité face aux périls qui les guettent et, bien souvent, les dépassent. Ce paysage hivernal devient alors autre chose qu'une simple scène de vie quotidienne. Il évoque la précarité de l'existence et l'équilibre fragile sur lequel elle repose. Et une fois qu'on comprend ça, ce n'est plus vraiment de la tranquillité qu'exhale ce tableau, c'est plutôt une douce mélancolie qui baigne toute l'œuvre. À voir depuis notre perchoir ces petites figures qui ne se doutent de rien mais s'élancent quand même, joyeusement, sur la glace.